Alors, comment mesurer l'économie du savoir et de la connaissance? C'est une question centrale. Bien sûr, si on n'a pas d'indicateur, si on n'a pas de repères, on ne peut pas savoir comment les uns et les autres ont évolué par rapport à le degré, par rapport au degré d'insertion dans cette économie. Donc, très tôt, la question s'est posée. Sur quelle grille, à partir de quels outils peut-on mesurer? D'abord, il faut partir de sa définition et ses composantes. Et il est clair, nous l'avons dit précédemment, que le modèle qui semble avoir occupé la scène depuis certains moments, c'est le fameux modèle à 4 piliers, c'est-à-dire que l'économie de la connaissance et du savoir repose sur 4 ingrédients majeurs. Le premier, bien sûr, c'est la formation de l'homme, le capital humain, donc c'est le pôle formation, éducation et formation. Le second pôle qui est important, c'est celui des TIC. Sachant qu'on ne pourrait pas parler de l'économie de la connaissance s'il n'y a pas eu cette révolution numérique qui a permis à l'information et à la connaissance de circuler et d'être diffusée d'une manière phénoménale dans l'histoire de l'humanité. Et le troisième, c'est bien sûr, il ne pourrait pas y avoir d'économie de la connaissance, on l'a dit, s'il n'y a pas créativité, s'il n'y a pas invention, s'il n'y a pas innovation. Donc, troisième pôle, c'est le pôle recherche et développement et innovation. Et le quatrième pôle, qui est tout aussi important que les autres, c'est bien sûr toutes ces institutions qui, pour la gouvernance de ce processus d'économie de la connaissance. Donc ces 4 pôles sont ce qu'on pourrait appeler les piliers, les 4 piliers sur lesquels repose l'économie de la connaissance. Et bien entendu, avec le temps, c'est le modèle générique de base. Avec le temps, ce modèle a évolué, puisque au fil de la pratique, au fil de la réflexion, il a été bien entendu remis en cause, et c'est tout à fait normal, puisque toute proposition est susceptible d'être revue, d'être corrigée, d'être critiquée, ça fait partie de la normalité du savoir. On y a vu aussi d'autres éléments qui pourraient relever plutôt de la sphère sociologique ou culturelle. Et certains y ont ajouté la culture comme étant aussi un élément central de ce processus, c'est-à-dire que la mobilisation au niveau de ce pôle culture, de tout ce qu'on pourrait appeler les ressorts du savoir, les ressorts de la connaissance, les ressorts qui sont psychologiques, qui sont sociologiques, qui sont d'origine diverse. Donc, voilà un exemple de comment ce modèle peut être étendu, peut être enrichi, et il y a d'autres propositions qui ont été faites. Mais si on reste sur ce modèle à 4 piliers, eh bien, il est assez pratique. D'abord, plan pédagogique, il est facilement expliqué, il est facilement diffusé, il est facilement compris. Et on a besoin d'instruments qui soient accessibles, qui soient bien compris, et surtout, non seulement au niveau de la recherche, mais surtout au niveau de la sphère de la décision, et la décision publique en particulier. Les modèles trop compliqués ont tendance à avoir un effet repoussoir et peuvent ne pas attirer l'adhésion des décideurs. Or, il importe que dans cette économie du savoir, il importe qu'il y ait une adhésion assez rapide et importante des décideurs.
Donc sa vertu, c'est d'être simple, clair et d'être facilement à la fois compris mais aussi facilement appliqué. Partant de là, évidemment, il a aussi une autre vertu, c'est qu'on peut représenter ce modèle d'une manière visuelle. On peut le représenter sur un axe, deux axes, abscisse et ordonnée, où on aura les quatre dimensions. On aura en abscisse économie, éducation, formation, et plus bas système d'institution. Et on aura en ordonnée, bien sûr, les TIC et l'innovation. Donc, sur ce losange de la connaissance qui a été produit très tôt, au début des années 2000, on a pu ainsi représenter la posture, la position du pays sur des échelles de 0 à 10, sur les quatre pôles, et qui permet à la fois de comparer, d'abord de mesurer l'évolution d'un pays sur le losange de la connaissance, puisqu'on peut comparer plusieurs années et voir comment les choses ont évolué, comment chacun des piliers a évolué, mais aussi on peut comparer des pays. On peut comparer bien sûr ou des groupes de pays. Donc c'est aussi cette capacité de donner une base comparative. Comme on dit, on peut faire du benchmarking à partir de cet outil qui est losange de la connaissance. Mais on n'en est pas resté là, bien entendu, puisque ce n'est pas suffisant. Et il a fallu des indicateurs beaucoup plus précis qui puissent réellement saisir le fond de l'intégration, de l'insertion de cette économie. Alors, au tout début, on est parti avec une grille de 14 variables, avec 6 indicateurs et 14 variables qui leur sont liées. Et cette grille, c'est le Knowledge Assessment Methodology, c'est le CAM qu'avait produit à l'époque l'Institut de la Banque mondiale. Alors sur les indicateurs, eh bien, on a les indicateurs de performance qui sont mesurés par des variables en termes de croissance des produits intérieurs bruts, ou bien par l'indice du développement humain, au plan macroéconomique. Autres indicateurs, ce sont tout ce qui est lié au régime institutionnel, c'est la part des institutions. Et là, eh bien, ça a été mesuré plutôt par un certain nombre de variables qui sont relatives aux droits de propriété, qui sont relatives à la réglementation, relatives aux barrières tarifaires et non tarifaires, ou ce qui s'est progressivement développé pour devenir une échelle de mesure de ce qu'on appelle le climat des affaires, doing business, qui a été également une échelle de mesure du degré de facilité ou de difficulté à entreprendre dans un environnement donné. Troisième indicateur, c'est celui qui est lié à l'éducation et la formation, aux ressources humaines d'une manière générale. Et là, les variables qui sont liées à ce pôle, ressources humaines ou capital humain, eh bien, ce sont le niveau d'alphabétisation, ce sont les taux d'inscription aux différents cycles du système éducatif et de formation, donc cycle primaire, cycle secondaire, et bien entendu cycle supérieur. Mais bien sûr, il y a d'autres variables qui peuvent intervenir. Sur le pôle système innovation, recherche et développement innovation, on a essayé de saisir cette notion de système d'innovation qui a été expliquée ailleurs. Et l'idée, c'est de voir ici aussi comment peut-on mesurer les performances de ce système. Eh bien, on sait qu'il y a une approche input-output qui est classiquement utilisée,
En input, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans l'innovation? Eh bien, on met de la recherche et développement. La part des dépenses dans le domaine de la recherche et développement par rapport au produit intérieur brut, qui peut s'échelonner entre 0, 0,25 jusqu'à 2, 3, selon le pays, bien entendu. On y met également dans cet aspect, cette approche input, le nombre de chercheurs qui sont mobilisés, c'est-à-dire la force, la capacité humaine que l'on mobilise pour ce processus d'innovation et de création d'idées et d'innovation. Et sur le côté output, c'est-à-dire sortie, là c'était à l'entrée. À la sortie, comment peut-on mesurer l'efficacité? On la mesure par le nombre de brevets, c'est une mesure conventionnelle, qui ne mesure pas évidemment l'innovation, qui mesure l'invention, mais qui est un bon indicateur de dynamisme qui est dans le pays en question, et c'est utilisé comme un des indicateurs, c'est pas le seul. On le mesure aussi par le nombre d'articles scientifiques qui ont été produits par le pays, et surtout dans des revues qui sont classées, des revues de haute facture, et la scientométrie est une science qui nous permet maintenant de mesurer le degré à la fois de production scientifique, mais tout ce qui est le degré aussi de référence à ces travaux et qui dominent maintenant la scène. Mais on peut aussi aller au-delà et mesurer par la part des produits à haute intensité en connaissances, haute technologie, dans le volume global des exportations. Le plus on est efficace en termes d'innovation, le plus on a la possibilité d'être compétitif sur le marché mondial, et plus les perspectives d'exportation de produits à haute intensité en connaissance est importante. Voilà quelques indicateurs sur ce pôle innovation. Bien sûr, avec le temps, les choses se sont multipliées et diversifiées. Et bien entendu, le pôle TIC ou infrastructure d'information, là nous avons toute une batterie d'indicateurs, de variables qui ont été produites. Ça va depuis des variables liées à le niveau de pénétration des TIC en termes de téléphonie mobile, d'Internet, de lignes téléphoniques au départ, en termes de serveurs, en termes d'utilisateurs, etc. Tout ça, évidemment, sont des coefficients par tranche d'habitants, par 1000 habitants en général. Ce modèle de base qui a permis d'arriver à des coefficients par pilier, puisqu'on mesure les coefficients par pilier, a permis d'arriver à un indice plus global qui synthétise tous ces indices individuels des 4 piliers et qui est ce qu'on appelle l'indice de l'économie de la connaissance, Knowledge Economy Index, KEI, ou bien aussi l'indice de la connaissance, sachant que l'un et l'autre sont pas très différents, puisque l'indice d'économie de la connaissance ne tient pas compte du pôle institution, alors que l'indice de l'économie de la connaissance tient compte des 4 piliers. Cet indice permet de classer les pays sur l'échelle de la connaissance. Il a été produit régulièrement depuis 2002-2003 jusqu'aux années récentes, et tout en produisant cet indice, il y a eu aussi un enrichissement, puisque on était parti avec 14 variables jusqu'à 72, 80 variables qui sont mobilisées et qui sont réparties entre les différents piliers. Donc vous voyez qu'avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de variables pertinentes qui peuvent être intégrées et qui peuvent donner une idée plus claire, en tout cas plus précise, de le degré d'insertion d'un pays
dans la sphère de l'économie du savoir et de la connaissance. Et c'est clair que ces indices peuvent aussi être déclinés par secteur, ils doivent être déclinés par territoire. Donc on a toute une variété d'applications de ces indices. Et ce qui est certain, c'est que ça a permis réellement de mesurer le degré de progression d'un pays donné sur cette échelle de la connaissance. Et on peut voir en utilisant ces indices comment d'abord l'indice global a évolué. Généralement, bien entendu, il y a toujours une évolution positive. On n'a pas eu de cas où, à l'exception de pays peut-être en crise, où on voit une régression notable de ces indices, on les voit progresser. On les voit progresser aussi à des vitesses différentes. Ça veut dire que les pays s'insèrent dans cette économie à des rythmes différents. Ils ne sont pas toujours... certains y arrivent d'une manière assez rapide, d'autres d'une manière plus lente. Et ça permet aussi de dire, à partir de ces indices, quel est le pilier qui a tiré le plus les pays dans le pays en question, dans l'économie de la connaissance. Est-ce que, parce qu'il y a eu une accélération de l'intégration dans l'économie numérique, c'est-à-dire les TIC, est-ce qu'il y a eu sursaut en matière d'innovation, ou est-ce que c'est le pôle d'éducation et de formation qui a été le plus important dans ce processus? Et ainsi, on peut bien entendu voir au fil du temps, c'est un baromètre pour les décideurs publics de savoir là où il faudrait peut-être mettre le paquet, là où il faut mettre plus d'efforts pour pouvoir accélérer cette insertion dans l'économie de la connaissance.